On va parler de Stellantis et de cette méga dépression de 22 milliards annoncés vendredi qui a entraîné la chute du cours de Stellantis en bourse de 25%, un cours sous les 7 € qui touche son plus bas historique. C'est d'une violence sans nom, mais Filosa a bien décidé de marquer son arrivée. Ludovic de Sauté, pourquoi cette dépréciation massive, ce reset, comme l'a appelé le reset stratégique, qui est bien plus élevé que tout ce que tout le monde anticipait. C'est 3 fois plus que ce qu'attendaient les analystes. Exactement. C'est-à-dire que tout le monde anticipait une charge exceptionnelle, j'allais dire des charges exceptionnelles, parce qu'elles n'ont pas toutes la même nature. Mais là, on est à 2 à 3 fois par rapport aux visions les plus pessimistes. J'allais dire, on comprend mieux pourquoi Carlos Tavares a sorti un livre à l'automne qui s'appelle Un pilote dans la tempête, parce que ça raconte beaucoup de choses, cette situation, et elle raconte, j'allais dire, on n'est pas très loin du sujet précédent sur la PPE, c'est-à-dire aujourd'hui dans une entreprise où à la fois il y a le poids du politique, il y a le poids du réglementaire, il y a des ruptures technologiques. Comment là-dedans on peut se prendre les pieds dans le tapis à la fin, et très clairement Stellantis se prend les pieds dans le tapis sur plusieurs aspects. Alors il y a des aspects qui sont bien sûr très difficiles à anticiper, comme l'effet Trump, clairement, et faire qu'il y a un grand virage d'électrification aux États-Unis. Il faut juste rappeler ce que l'image de Stellantis aujourd'hui, parce que on a beaucoup d'entre nous ont une image un peu déformée en croyant encore que c'est PSA et autres. Non, c'est un groupe américano-italien qui a avec Fiat, avec Chrysler, une vingtaine de marques et un géant mondial. Un géant mondial dont honnêtement, on dirait en mathématiques, le barycentre se situe plutôt aux États-Unis aujourd'hui. Oui. Donc et là, le choc de l'électricité. Et qui avait fait le pari du 100% électrique. Voilà, donc marché américain sous l'impulsion notamment et l'arrêt de Donald Trump, des mesures qui avaient été posées par Joe Biden, je veux dire, le marché électrique s'est complètement retourné aux États-Unis. Et puis après, il y a des erreurs stratégiques profondes en Europe. Évidemment, il y a le virage du 100% électrique décrété par Bruxelles en 2035, qui a été un virage très mal négocié par Stellantis, mais globalement qui était un virage douloureux pour la plupart des constructeurs européens, avec des vulnérabilités très particulière à Stellantis, à la fois des choix technologiques qui n'ont pas été bons, et finalement il y a un problème d'ingénierie dans ce groupe, il faut savoir se le dire aussi, c'est-à-dire qu'il y a des ratés. Je rappelle que notamment il y a l'histoire du moteur PureTech qui est devenu presque une histoire dans l'histoire, c'est un des plus mauvais moteurs de la dernière décennie qui existe dans l'automobile, et c'est une réalité. Et puis aussi il y a des expositions très particulières à Stellantis, et notamment sur le véhicule utilitaire, le véhicule professionnel. Or c'est dans ce domaine-là aujourd'hui que l'électrification plafonne le plus. C'est-à-dire que l'électrification n'a absolument pas été accompagnée en utilitaire. On est à peine à 10% aujourd'hui au niveau européen du parc en utilitaire électrique. Et là-dessus, Stellantis est très très exposé, puisque c'est des marques comme Peugeot, comme Citroën, comme Fiat qui sont très 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 présentes dans les véhicules professionnels, et sur lesquels c'est un échec global. Alors maintenant, est-ce que cette purge va être l'occasion, j'allais dire, c'est un peu la chanson d'Isabelle Adjani, est-ce qu'on a touché le fond de la piscine ? Ça va être la vraie question. Non, mais c'est-à-dire que, est-ce que la purge est violente, très forte, avec une chute en bourse majeure ? Est-ce que maintenant Stellantis va pouvoir remonter ? Le nouveau plan est là-dessus. Voilà, le nouveau plan est attendu le 21 mai, donc on verra si les investisseurs jugent bénéfique ou pas ce nouveau plan. C'est un peu un grand retour sur les années Tavares aussi, que fait Filosa là. Tavares qui était célébré comme un manager de génie. On se rend compte que finalement le virage stratégique n'a pas été si bon que ça, Denis Père. Oui, il y a clairement cet aspect-là, incontestablement. Les coupes de Tavares qui ont peut-être été trop drastiques et qui ont posé effectivement des problèmes de qualité à certains moments, incontestablement. Après, il y a quand même aussi un autre sujet qui est la non-compétitivité des Européens, pas d'ailleurs que de Stellantis, dans l'électrique, face à une Chine qui est extrêmement agressive et qui bénéficie quand même d'un contexte qui est extrêmement favorable. Moi, j'avais publié en 2021 un livre qui s'appelle Le Contrat mondial, où j'annonçais en fait cette déferlante des véhicules chinois sur l'économie mondiale, d'ailleurs pas qu'européenne, et avec ce que j'ai appelé le triple dumping. Le triple dumping, c'est quoi ? C'est le dumping classique, c'est-à-dire c'est des aides publiques absolument considérables à tous les secteurs considérés comme stratégiques sous toutes les formes possibles et imaginables, des subventions directes, mais pas que, des tas d'aides directes, indirectes, en tout genre, au-delà de ce que l'OMC autorisait à l'époque. L'OMC aujourd'hui ne veut plus dire grand-chose, mais l'OMC, en principe, vous n'aviez le droit de subventionner que la R&D, la Chine, depuis une trentaine
trentaine d'années, subventionne tous azimuts, toutes les industries stratégiques, dont le véhicule électrique. Et puis les deux autres dumpings, c'est évidemment le dumping environnemental, où nous, on met des taxes carbone aux aciéristes qui émettent du carbone, les Chinois, pas du tout. Alors l'Europe est en train de réagir avec le CBAM, bon, tant mieux, même s'il est incomplet, c'est un début de réaction. Et puis, il y a bien sûr aussi le différentiel de normes sociales, qui est absolument considérable. La Chine, c'est l'économie de Zola. C'est la première révolution industrielle. Vous n'avez qu'un syndicat officiel qui est présidé par un membre éminent du Parti communiste chinois. Vous avez des problèmes de salaire impayés, ce qui arrive souvent dans les PME, les TPE chinoises. Vous allez au prud'homme, il faut commencer par verser 6 mois de salaire en caution. Quand ça fait 6 mois que vous n'avez pas été payé, c'est compliqué. Donc tout ça est très compliqué. Et il y avait même eu d'ailleurs une émergence de la société civile avant Xi Jinping qui commençait à se battre sur ces sujets-là. Il y avait par exemple des avocats qui se battaient pour essayer de défendre des ouvriers, parce qu'il y a aussi un sujet sur les normes d'hygiène et de sécurité. Des ouvriers qui étaient tombés malades, silicosés après travailler sur des gros chantiers à Shanghai et à Pékin, oui, et qui étaient extrêmement malades. Il y avait des avocats qui les aidaient. Ces gars-là ont tous été envoyés en camp de rééducation. C'est terminé. Donc il y a eu un retour en arrière, en plus par rapport aux petites avancées qui avaient eu lieu avant Xi Jinping. Donc aujourd'hui, la Chine est un enfer social, il faut bien le dire, avec des normes sociales qui sont au rabais, avec même pas juste du semi-esclavage, du véritable esclavage, avec les ouvriers forcés ouïghours, dont on sait qu'ils sont impliqués dans la fabrication des batteries, par exemple, et des panneaux photovoltaïques. Donc vous avez ce différentiel considérable, et vous mettez en face les industriels européens qui ont les normes sociales du 21e siècle, après 150 ans de combat social par les organisations syndicales. Et donc ça peut pas marcher. C'est juste pas possible. Et d'ailleurs, intéressant de voir que c'est enfin un peu dans le débat, puisque les patrons de Stellantis, le nouveau effectivement, oui, et de Volkswagen viennent de publier une tribune dans laquelle ils dénoncent effectivement ces différentiels, y compris de normes sociales. Oui. Et donc ce débat, donc également environnemental, mais aussi de normes sociales. Donc ce débat, il faut qu'il s'ouvre enfin, parce qu'autrement, on ne sera jamais compétitif dans ce domaine-là. Et ça commence aussi, bien sûr, par la filière de la batterie, parce que pour avoir un véhicule électrique compétitif, il faut avoir des batteries compétitives, des batteries qui ont une capacité... Et là, Stellantis sort aussi de sa co-entreprise avec LG au Canada. Au Canada, alors il reste batteries, apparemment avec un des Chinois, avec CATL, je crois. Mais effectivement, il y a ce sujet effectivement absolument majeur de comment on fait pour être compétitif par rapport à la Chine. Oui. Et est-ce qu'il ne faut pas mettre des barrières protectrices? Alors, je ne suis pas un fan du protectionnisme, mais en l'occurrence, si on a un espace économique où il y a suffisamment de concurrence, ce qui est le cas de l'Union européenne, idéalement avec les États-Unis, le jour où on aura une ouverture un peu plus grande sur ces sujets là-bas, je pense qu'il faudrait un vaste espace économique entre les pays développés qui ont des normes sociales et environnementales qui sont à peu près comparables, ce qui est le cas des États-Unis, à part sur l'environnement. Eh bien, là, on peut imaginer effectivement des barrières. Les Américains l'ont fait. Les Américains ont fait des barrières comme ils savent faire. C'est-à-dire, ils font les choses vite et un peu basiques. C'est ce qu'a fait Trump, ce qu'avait d'ailleurs cautionné Biden après. En même temps, il suffit de construire des usines sur le sol européen. C'est ce que fait BYD, par exemple, en Hongrie, pour contourner les barrières. Quelle est la valeur ajoutée locale aussi? Attention, si c'est uniquement des usines d'assemblage et qu'il y a zéro valeur ajoutée locale, ça ne va pas résoudre le problème. Alors BYD, je vous conseille l'interview de Stella Lee aujourd'hui dans Le Parisien, si je ne dis pas de bêtises, qui explique que d'abord, chez BYD, ils ont absolument toute la chaîne de production, hormis les pneus et les vitres. Sinon, toutes les pièces sont produites par BYD, et vous pouvez commander votre voiture une semaine après. Il y a un délai d'une semaine entre la commande et l'arrivée en concession. Absolument spectaculaire. On a dû hormis les pneus et les vitres. Et en tout cas, les 300 000 pièces seront... Ah oui, mais c'est essentiel. Probablement. C'est essentiel, parce que si c'est fabriqué avec des normes complètement différentes, le problème n'est pas résolu. Vous réagissez sur le compte Twitter @legenra. Une question pour vous, Patrick, peut-être, mais on s'interroge sur le salaire de Carlos Tavares. Je suis allé voir quand même, c'est vrai, 36,5 millions en 2023, 23 millions en 2024 et 22 milliards de dépréciation début 2026, avec un virage qui finalement n'a pas été si bien négocié. Quelle réflexion ça vaut peut-être aussi... C'est un problème de l'actionnaire. Le coup de revenir en arrière, non? Un peu de l'actionnaire. D'autocritique, ou je ne sais pas. Oui, je pose la question. Je réponds parce que après, on ne va pas charger Carlos Tavares en me donnant responsable de tous les maux MAUX, parce que j'allais dire, avant Donald Trump, il n'y avait pas Donald Trump. Avant le petit amendement européen sur 2035 et l'objectif, il n'y avait pas cet amendement-là. Donc, il y a des décisions qui ont été prises par Carlos Tavares. Je reviens juste sur le point de Denis et moi en rebondissant
rebondissais là-dessus, c'est que la valeur profonde d'un groupe industriel comme Stellantis, c'est un groupe technologique, c'est un groupe d'ingénierie. Oui. Et c'est peut-être l'erreur majeure faite par Carlos Tavares, en revanche, dans ce domaine-là, parce que dans une période de rupture technologique comme la connaît l'automobile, on va mettre de côté les aides publiques chinoises. Pour autant, les Chinois, en ayant des prix qui ne sont pas absolument comparables à ce qu'on peut produire en Occident, technologiquement, sur la voiture électrique, ils nous ont dépassés. C'est-à-dire que c'est une réalité. C'est-à-dire que peu importe l'écosystème des aides, on a été dépassé. Or, on avait des grands groupes industriels européens, américains constitués, avec des puissances de feu, avec de l'ingénierie. Alors oui, ils avaient, l'inconvénient de ne pas partir de la feuille blanche, ce qui est toujours dans ce domaine-là très délicat quand il s'agit de négocier un virage technologique. Mais pour autant, il y a aussi de la part des États-Unis et de la part de l'Europe dans ce domaine-là une défaite technologique qu'on est en train de vivre dans pas mal d'autres domaines. Et attention, que ça soit dans le spatial, Elon Musk avec ses microsatellites, que ça soit peut-être demain avec l'hydrogène dans l'aviation ou dans l'intelligence artificielle, comme on est en train de le vivre, ces ruptures technologiques, si l'Europe ne les prend pas, ne les court pas et ne négocie pas les virages avec la vélocité demandée, qu'on ait des Carlos Tavares ou des Filosa, à la fin, le bilan risque d'être redoutable. Et c'est l'environnement important. Évidemment, n'aide pas beaucoup. Patrick Bertrand, puis Denis. Oui, pour rebondir sur le triple dumping, c'est vrai pour l'ensemble des secteurs de la société. Hein. Les agriculteurs en ont très largement parlé. Juste un petit mot sur Stellantis. Pour moi, ce que ça révèle, c'est qu'un marché ne se décrète pas. C'est ça, c'est l'injonction, mais c'est ce que dit Filosa. Il faut suivre maintenant la demande plutôt que l'injonction. Un marché au sens de sa profondeur et de son long terme. Oui. L'État, quand il est État stratège, peut donner des impulsions et donc donner des orientations et que les industriels puissent... Mais un marché ne se décrète pas. Et on l'a évoqué tout à l'heure, les véhicules utilitaires, le coût des voitures électriques pour le consommateur et l'utilisateur américain ou français, le marché ne se décrète pas. Donc ça, c'est pour moi le point essentiel, c'est attention. Le deuxième point, vous parliez de l'amplitude des provisions qui étaient passées. Évidemment, c'est en tant qu'observateur, mais sans doute y a-t-il beaucoup de provisions à passer sur les investissements qui ont été réalisés. Il ne faut pas oublier quand même que de temps en temps, quand il y a l'arrivée d'une nouvelle direction, il vaut mieux appuyer un peu, je parle de l'amplitude. Oui, c'est intéressant de le décrypter, ça. Il vaut mieux appuyer un petit peu plus, pas uniquement pour dire, regardez comme je suis formidable, mais juste de dire, voilà, on ne va pas porter un fardeau du passé, on va le positionner et l'acter de façon importante pour pouvoir derrière donner un peu de perspective à l'entreprise. Voilà, dans l'amplitude. Ça n'enlève rien à la réalité que le marché ne se décrète pas, et donc quand vous faites des investissements colossaux sur un marché qui a été décrété, eh bien, on arrive à ce type de situation. Je me permets d'insister sur le point de la rémunération. On peut dire que le board, c'est la rémunération, elle est votée par un conseil d'administration. Il y a une responsabilité du board, effectivement, de l'actionnaire, mais c'est pas forcément à la puissance publique d'intervenir. Enfin, effectivement, l'actionnaire a été très généreux à un moment donné. Effectivement, aurait peut-être dû lisser un peu dans le temps, tenir compte effectivement d'une évolution dans la durée. Enfin, on sait très bien que c'est un débat d'ailleurs qui anime plusieurs conseils d'administration, de voir comment on arrive à incentiver les managers avec une vision dans la durée et pas uniquement à l'année. Mais moi, je voulais réagir à ce que disait Ludovic, qui est intéressant sur effectivement la domination technologique incontestable de la Chine aujourd'hui. C'est vrai, c'est absolument incontestable. Il faut rendre hommage aussi au génie inventif, à la capacité d'innovation et d'entrepreneuriat des Chinois. C'est absolument incontestable. Mais quand vous avez par ailleurs un environnement qui est extrêmement avantageux sur tous les domaines que j'ai évoqués, le triple dumping, vous avez les moyens d'investir dans la R&D, par exemple. Quand vous avez des coûts de production qui sont extrêmement bas, que vous avez des ouvriers forcés ouïghours, par exemple, heureusement, il n'y a pas que ça, mais il y en a quand même, eh bien, vous avez des moyens pour investir dans la R&D plus que vos concurrents occidentaux. D'ailleurs, et même d'ailleurs les salaires dans la R&D, alors ça a progressé, mais ça reste inférieur. C'était le patron d'Alcatel qui, il y a 20 ans, disait
quand je recrute un ingénieur en France ou en Allemagne, j'en recrute 5 pour le même prix en Chine. Donc ça reste des avantages. Compétent. Et tout aussi compétent et très travailleur et très bosseur, absolument, exactement. et très bien formé. Voilà, et très bien formé. Pendant longtemps, le libre-échange que je qualifie, moi, de déséquilibré et sans éthique, libre-échange, c'est très bien, ça marche très bien avec des pays qui se ressemblent. Mais quand on a commencé... Ça s'appelle le level playing field, c'est ça, il faut des conditions de concurrence égales de partout. En 1995, c'est les Américains d'ailleurs qui ont commencé, c'est leur responsable. Après, nous, on a suivi, les Américains ont commencé, avec le NAFTA, avec l'arrivée du Mexique dans la zone de libre-échange. Ça avait été soutenu d'ailleurs par les deux parties, sauf par un seul candidat indépendant qui était Ross Perot, le fondateur d'une grosse société d'informatique, qui lui était contre. Mais il y a eu un consensus à un moment donné. Et puis ça a continué. Et pendant longtemps, ça n'a pas été un problème parce que les pays émergents n'avaient pas de capacité à développer une expertise, à développer des entreprises et à innover pour un certain nombre de raisons dont on peut débattre longtemps. La Chine a su au contraire très très bien, très intelligemment prendre cette balle au bond, a su aussi organiser des transferts de technologie, vous vous souvenez, avec des JV dans lesquels l'étranger était minoritaire, etc. Donc autant de choses qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui. Et qui est le modèle qu'on devrait reproduire à l'inverse aujourd'hui en Europe, finalement. 70 ans, 80 ans de retard en 20 ans, et c'est devenu aujourd'hui des concurrents extrêmement robustes, extrêmement dangereux, qui sont en train de décimer toutes les industries innovantes, effectivement les unes après les autres. Allez, il faut qu'on avance. Oui, allons-y alors. Il faut qu'on avance.